y a un premier sujet, c'est on ne voile pas les fillettes. On ne voile pas les fillettes parce qu'elles ne peuvent pas décider pour elles-mêmes. Donc, on ne les voile pas, et ni dans la rue, ni dans l'espace public, on ne les voile pas. Et si on les voile, on encourt une amende. Nevin Potros, Valérie Pécresse a-t-elle raison? Encourt-on une amende lorsqu'on impose le port du voile? Il y a une distinction entre un voile qui dissimule le visage, une burqa par exemple, et un voile traditionnel qui ne dissimule pas le visage. Si vous forcez une personne, peu importe son âge, à porter une burqa, un voile qui dissimule le visage, vous vous exposez à une amende d'1 an de prison et 30 000 € d'amende. En revanche, pour ce qui est d'un voile traditionnel, là, ce n'est pas une infraction. En tout cas, ce n'est pas inscrit dans la loi. Théoriquement, il n'y a donc pas de sanction prévue. Alors pourquoi cette distinction entre les deux? Puisqu'en 2010, quand le texte avait été formulé, à l'époque, c'était l'aspect sécuritaire qui avait été mis en avant et pas forcément des questions de laïcité. Plus globalement, que dit la loi sur le port du voile? Le voile, il est autorisé dans l'espace public, dans l'enseignement supérieur, pour les accompagnatrices scolaires, dans certaines entreprises privées. En revanche, il est interdit pour les élèves et les professeurs du public jusqu'au lycée. Il est également interdit pour les agents du service public, pour les avocats. Pour ce qui est du niqab et de la burqa, ils sont tout bonnement interdits dans toutes ces situations. Ils sont interdits tout court dans l'espace public. Qu'en est-il spécifiquement des mineurs, Nevin? Dans la loi, en tout cas, il n'y a pas de distinction entre mineurs et majeurs. Les règles qui ont été citées s'appliquent pour les enfants comme pour les adultes. On l'a évoqué également. Aurore Berger, la députée LaREM, avait déposé l'année dernière un amendement pour faire interdire le port du voile aux petites filles. Il avait été rejeté par la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi. La raison invoquée, c'est que ça n'avait pas de rapport direct avec le projet de loi. À l'époque, le gouvernement s'était défendu en expliquant que cette question du port des voiles pour les mineurs devait mériter une loi à part entière et pas forcément un amendement seulement. Alors on voit, c'était un amendement d'Aurore Berger. Marie Chantrey, est-ce qu'on se déchire à la REM sur cette question du voile? En tout cas, ça avait fait vraiment débat, en discussion de groupe, jugé irrecevable, Niville le rappelait. On avait craint notamment le fait que cela puisse amener une stigmatisation des musulmans. Et c'est évidemment l'effet inverse que souhaite aujourd'hui le gouvernement Emmanuel Macron, même si cette loi contre le séparatisme, qui ne porte pas d'ailleurs ce nom, le séparatisme a été gommé. On parle de loi et de texte pour... les principes de la République, je crois, de mémoire. Défendre les principes de la République, tout à fait. Donc ce n'était pas le but. Et ce texte, en effet, cette loi dont parlait Nivine, n'a jamais vu le jour et ne verra pas le jour sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il sera peut-être question d'un second. Ça, c'est de la politique fiction, mais en tout cas, on verra si il est réélu, si déjà il est candidat. Oui, ça est vite en besogne. Mais exactement. Mais pour le moment, en effet, à l'époque, ça avait vraiment divisé et mis mal à l'aise un certain nombre de membres de la majorité et des députés de la majorité présidentielle. Pardonnez-moi. Alors, accueillons dans cette discussion François Cros, directeur du pôle politique actualité à l'IFOP. Bonjour à vous. Cette question du voile, elle ressurgit à 2 mois et demi de la présidentielle. Est-ce que c'est une préoccupation pour les Français? Est-ce qu'ils citent ces questions d'identité parmi leurs préoccupations? Non, le cœur des préoccupations, comme vous le savez, c'est le pouvoir d'achat, mais aussi des questions comme la lutte contre l'insécurité ou l'immigration. Les questions sur la défense de la laïcité, le repli la lutte contre les replis identitaires ou communautaires arrivent généralement assez en bas de classement pour l'instant, sauf par exemple chez les personnes qui habitent dans les banlieues populaires, pour qui ces jeux peuvent se poser de manière un peu plus assidue que la moyenne des Français. En l'état, ce n'est pas encore au top, je dirais, de l'agenda médiatique, mais on sait bien que si ces sujets montent, ils vont plutôt faire l'affaire des candidats de droite ou d'extrême droite plutôt que celle du président de la République. Alors, les sujets ne sont pas encore les sujets les plus importants de la campagne, c'est ce que vous nous expliquez, François Cros. Il y a d'autres sujets, notamment le pouvoir d'achat qui émergent et qui sont dans l'actualité aujourd'hui, avec la hausse des péages, la hausse de l'essence, etc., etc. Est-ce que ça ne peut pas jeter un voile sur le climat actuel de la République En Marche, qui doit se sentir très, très puissante? Emmanuel Macron est autour de 24% dans notre sondage quotidien que vous réalisez du côté de l'IFOP. Quelle est la solidité de ce taux? Est-ce qu'il peut s'inverser plus rapidement qu'on ne pense?
On l'a vu dans le passé, hein, quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing, il était très largement en tête début janvier et il a fini par perdre l'élection présidentielle en 1980. Mais bon, tout ça remonte déjà à longtemps, on n'est plus vraiment dans les mêmes configurations. En tout cas, on voit bien que le halo qui entourait le chef de l'État du fait du Covid-19 tend un petit peu à s'émousser. On voit un certain effritement dans sa cote de popularité. Et en l'état, on voit aussi que depuis début janvier, il est plutôt dans une tendance légèrement baissière, hein, le président de la République. Et il faudrait voir si ça se confirme ou pas, sachant qu'il y a aussi un effet temps de parole, hein, qui fait que, bien sûr, les médias sont obligés de donner beaucoup plus la parole à tous les différents candidats qui ne s'empêchent pas naturellement de le critiquer sur ce sujet comme sur d'autres. Alors, il a une baisse de popularité, en effet, Emmanuel Macron. Il surnage quand même, si l'on en croit ses intentions de vote au premier tour. Marie Chantrey, est-ce qu'il y a un risque d'excès de confiance du côté des troupes macroniennes? Excès de confiance, en tout cas chez certains. On reconnaît et on a dit à plusieurs reprises qu'il était peut-être trop dans les sondages, peut-être trop élevé et que ça ne correspondait peut-être pas à la réalité du moment. Ce qui est certain, c'est qu'il est jugé aussi ici, finalement, la fin, espère-t-on, de la crise du Covid-19, des propos qui ont peut-être pu marquer, pu crisper les esprits. On pense évidemment aux emmerder les non-vaccinés. Le bilan présidentiel de la gestion de la crise du coronavirus a plutôt été bonne, très bonne même. S'effrite peut-être dans la fin de cette gestion de crise avec l'approche de la campagne présidentielle. Le pouvoir d'achat est évidemment central. Je vous donne juste un élément de calendrier. Demain, il sera dans le bassin minier, dans le nord de la France, d'une région qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation, où le taux de chômage est bien plus élevé que la moyenne nationale. Il va rencontrer des élus, le tissu associatif, et il sera forcément question de ce pouvoir d'achat dont on parfois lui reproche de ne pas assez s'emparer. Il en sera forcément question demain. Là aussi, ce n'est pas innocent. On se rend bien compte que c'est l'un des sujets prioritaires pour les Français. Est-ce que les Français, François Cros, savent gré au président d'avoir pris des mesures récemment, notamment sur l'électricité qui augmente de 4% aujourd'hui, mais le gouvernement dit sans les mesures qu'on a mises en place, qui vont coûter 8 milliards à EDF, ça aurait été pratiquement 50% de hausse. Est-ce que les Français en ont conscience ou bien pas du tout? Les Français trouvent qu'on n'en fait jamais assez sur ce sujet, hein, qui est, comme vous le savez, en tête de leurs préoccupations et qui sera le déterminant du vote principal pour le premier tour à l'élection présidentielle. Alors, vous savez qu'on a quand même un président qui souffre de l'image du candidat du président des riches et qui n'en fait jamais assez sur ce sujet et qui défend, on va dire, les gagnants de la mondialisation par rapport aux perdants. Donc, malgré tout un ensemble d'annonces, et elles sont nombreuses, vous en avez cité certaines depuis la rentrée, puisque l'exécutif a bien conscience de l'enjeu crucial que constitue ce sujet pour la campagne, eh ben, on a le sentiment que le temps que ça se traduise concrètement dans le portefeuille des Français, eh ben, ça risque d'avoir des effets un peu tardifs. En l'état, ils ne sont pas satisfaits des actions faites dans ce domaine et on voit bien que ça risque d'être un point faible de la campagne du président. Lorsqu'on décortique, François Cros, les intentions de vote au premier tour, on s'aperçoit que les électeurs qui sont très sûrs de leur vote, très sûrs d'aller voter pour leur candidat, on les trouve plutôt à l'extrême droite, chez Marine Le Pen notamment, qui est en tête, je crois, toute catégorie, que chez le chef de l'État. Est-ce que c'est une faiblesse pour lui, pour d'autres candidats d'ailleurs aussi, hein, comme la candidate LR par exemple? Alors, on a toujours chez les radicaux, hein, que ce soit dans la gauche radicale ou la droite radicale, des électorats qui sont plus solides, qui sont plus fermes. Parce que souvent, quand on s'engage sur ce côté de l'échiquier politique, c'est qu'on a en fait tout un ensemble de jugements déjà préconstruits et qui ne vont pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si on passait, je dirais, du centre-gauche au centre-droit. Alors, le président de la République, quand même, il a un des socles, malgré tout, assez solide, hein, autour de 60 à 70% selon les sondages d'électeurs qui se disent sûrs de leur choix. C'est au-dessus de la moyenne des autres candidats quand même. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et puis, il arrive en gros à capter, on l'a dit, un tiers des anciens électeurs de François Hollande et un peu plus d'un tiers des anciens électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012. Donc, il arrive toujours à être dans le en même temps, à la fois de gauche et de droite. Et donc, il est dans une situation centrale et en même temps avec un électorat qui, malgré ce positionnement central, est relativement solide. Alors bien sûr qu'il peut avoir des risques d'effritement,
On sait bien que c'est tout l'enjeu de cette campagne présidentielle, mais on a rarement vu un président sortant qui, au 1er février, partait d'aussi haut et avec un électorat aussi solide. Marie. Un socle solide qui finalement l'encourage à ne pas se déclarer trop vite, parce qu'aujourd'hui, il a tous les coups à prendre en étant candidat, en prenant ce costume-là, et de ce que l'on sait, des éléments que l'on récolte à droite et à gauche, même si, encore une fois, cette date n'est certainement connue que de lui-même et peut-être un ou deux de ses très proches entourages. La déclaration de candidature n'interviendrait pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais encore une fois, il n'y a aucune envie de se précipiter. Il y a des crises diplomatiques à gérer d'un côté, on parle évidemment de l'Ukraine et de la Russie, du Mali, des troupes françaises en très grande difficulté, et puis la crise du coronavirus avec les premières levées de restrictions demain, qui est une première indication aussi dans l'esprit français, voilà, on va respirer un peu plus, et tout cela peut finalement correspondre à une entrée en campagne progressive. Sur les échéances, surtout que la semaine prochaine, il y a aussi le meeting de Valérie Pécresse. Donc on peut penser que politiquement, il ait peut-être envie de percuter cette échéance-là, de lui faire de l'ombre. Je pense, Julien Arnaud, que vous voyez beaucoup trop mal et que ce n'est absolument pas l'intention d'Emmanuel Macron. Il ne s'occupe pas de ses adversaires politiques. Non, mais évidemment, passer la blague, la journée du 13 est une journée importante. Effectivement, c'est un dimanche. Est-ce que ça peut correspondre à la volonté d'Emmanuel Macron de rentrer en campagne en week-end ? On nous a parlé d'un déplacement, de discussions à cœur ouvert avec des Français, une séquence comme ça qui passerait presque inaperçue, la volonté de banaliser le moment. Encore une fois, je pense que vraiment, ceux qui s'avancent sur une date aujourd'hui prennent beaucoup de risques. François Cros, il y a une date limite constitutionnellement. Il peut attendre jusqu'à quand au maximum Il y a le dépôt des listes. Il y a le dépôt des listes et des signatures, je veux dire, qui intervient autour du 4 mars. Mais Exactement. non, il faut quand même comprendre que pour beaucoup, on situe une hypothétique candidature mi-février, parce que c'était ce qui était arrivé pour Nicolas Sarkozy, qui était le dernier président sortant à s'être présenté. Mais si on monte un peu plus loin, Mitterrand, il s'était présenté 31 jours avant le scrutin, et le général de Gaulle 32. Donc en fait, on a eu des présidents sortants dans l'histoire qui sont présentés, qui ont annoncé leur candidature à des dates encore plus récentes. Il faut comprendre qu'il est favori, Emmanuel Macron, donc il n'a aucun intérêt à descendre dans l'arène pour l'instant, puisque en l'état, sa stature et son positionnement sur le champ politique l'épargne en partie de tout un ensemble de coups qui viendraient à lui tomber dessus quand il sera effectivement dans l'arène. Donc pour l'instant, on n'est pas sûr du tout qu'il choisisse forcément mi-février pour se présenter, puisque n'oubliez pas, une réélection, ça ne se fait pas seulement sur un bilan, ça se fait sur un projet. Là, en l'état, il n'y a pas non plus un projet qui semble très construit et qui puisse être encore annoncé de manière détaillée pendant 1 mois et demi, 2 mois de campagne. Donc on n'est pas sûr du tout que mi-février soit la date la plus opportune pour une annonce de candidature. Ouais. Non, je laisse à François Cros le fait que le projet ne soit pas finalisé. Maintenant, ce qui est certain, c'est que dans la majorité, dans les équipes de La République En Marche, tout est absolument quasi prêt pour que le train puisse être lancé. Christophe Castaner a encore rappelé ce matin en réunion de groupe à tous les élus présents de dire à tous les maires d'envoyer le plus rapidement possible leur parrainage pour que cette histoire soit derrière nous et que tout soit... Alors, il n'y a aucun risque qu'Emmanuel Macron n'ait pas ses parrainages. La question du nombre va être intéressante à observer. Il en a eu un peu plus de 1800 en 2017. Fort à parier que peut-être ce chiffre ne sera peut-être pas dépassé. Ce sera intéressant de voir s'il communique d'ailleurs sur le sujet, mais clairement, tout est en place pour que la campagne soit lancée, notamment au QG rue du Rocher, à quelques encablures du palais de l'Élysée. Je peux vous dire que ça fourmille et que les comités, les réunions de liaison, enfin, ça s'active énormément en coulisses et qu'on attend cette déclaration pour que ça se lance, que les meetings se mettent en place. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura, et que la campagne est sur de bons rails, clairement. Emmanuel Macron favori, mais il y a des talons d'Achille, hein, on l'a vu, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'islamisme dont on a parlé, il va être attaqué certainement là-dessus par l'opposition. Écoutez par exemple ce que dit le député Éric Diard, qui est spécialiste de ces questions et qui porte le fer sur le bilan de cette fameuse loi séparatisme.
le discours des Mureaux était fantastique et j'étais à ce moment-là sur votre plateau pour dire louer le discours du président de la République. Le problème du président de la République, entre le discours et les actes, il y a souvent un gouffre. Alors certes, il y a des avancées dans cette loi confortant les principes de la République ou loi sur le séparatisme, mais il y a des grands absents. Il n'y a rien sur les prisons, il n'y a rien sur les universités. Pensez un peu que pour ouvrir un établissement hors contrat, il n'y a pas besoin de demander une autorisation à l'État, il suffit de faire une simple déclaration. Et c'est pour ça que l'État est sans cesse en train de courir, de jouer au jeu du chat et de la souris pour faire fermer ces établissements et pour trouver souvent des motifs qui n'ont rien à voir avec la radicalisation ou le séparatisme, des motifs d'ordre de sécurité, d'hygiène, pour les faire fermer. Donc le problème du président de la République, c'est que sur cette matière, qui est le séparatisme, il fait encore du en même temps. Éric Diard, juste une question. Le maire de Roubaix dit j'ai pu être trompé par cette association, mais attention de ne pas voir des séparatismes partout. Est-ce qu'il pêche par naïveté selon vous ? Écoutez, ça c'est la justice qui le dira. Il y a premièrement, Roubaix, ce n'est pas du séparatisme à tous les étages. Il y a, comme à Marseille, parce que le reportage de M6 traitait également de Marseille, il y a des endroits où il peut y avoir une mosquée clandestine, où il peut y avoir une école clandestine, ou un établissement hors contrat qui ne respecte pas les valeurs de la République. Ça existe dans la France, mais ce qu'il faut reconnaître, le maire a peut-être péché par naïveté ou l'a fait peut-être par clientélisme électoral, c'est le tribunal qui le dira, mais il y a de plus en plus de revendications religieuses à travers les services publics et également à travers les entreprises. Et on va revenir sur ce sujet évidemment dans le face-à-face avec Lydia Guiraud et Gérard Miller. Bonjour à tous les deux. Plantons le décor d'abord parce qu'il y a un rendez-vous judiciaire pour commencer cet après-midi à Roubaix. En ce moment même, le maire doit être entendu par le tribunal. Il est accusé d'avoir, via la mairie, subventionné une association soupçonnée d'islamisme. Marion Fiat est à Roubaix. Il nous explique exactement ce qui est reproché au maire. Mais ce qu'on reproche à Guillaume Delbar, c'est tout simplement de la négligence. Et si ça se retrouve devant le tribunal, c'est parce qu'on parle d'une association culturelle roubaisienne qui, sous couvert de soutien scolaire, eh bien vous l'avez dit, serait soupçonnée de pratiquer effectivement devant des tout jeunes enfants du prosélytisme islamique. C'est évidemment interdit. Et le problème, c'est que cette association était subventionnée à grands coups de plusieurs milliers d'euros par la mairie de Roubaix. Alors le procureur estime qu'il aurait dû, en tant que maire de la ville, vérifier, contrôler la destination de ces financement et de ces subventions. Et il devra parler de cette affaire-là avec 3 autres personnes devant le tribunal à 14h pour répondre un petit peu de ces actes de fonds publics par négligence. Et à demi-mot, cette semaine, Guillaume Delbar avait tout juste avoué peut-être s'être fait tromper, ou en tout cas s'être trompé sur cette association roubaisienne. Et cette actualité judiciaire intervient dans un contexte qui est évidemment compliqué pour Roubaix après la diffusion d'un magazine. C'était Zone Interdite sur M6 il y a quelques jours, diffusion qui vaut aujourd'hui des menaces de mort à la présentatrice Ophélie Meunier ainsi qu'à l'un des témoins de ce magazine. Ils sont tous les deux placés sous protection policière. Lydia Guiraud, il se trouve que la situation à Roubaix, vous la connaissez très bien. Est-ce que la situation telle qu'on la montre aujourd'hui, elle vous surprend ou pas ? Non, la situation ne me surprend pas. Comme vous le savez, j'ai publié en 2014 un livre qui s'appelle « Allah est grand, la République aussi », dans lequel j'analyse la situation de Roubaix, je dénonce la situation de Roubaix. J'ai été l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme vers le glissement de Roubaix dans le communautarisme et l'islam radical qui a gagné beaucoup de terrain dans ce territoire. Et tout ce qui est décrit dans le documentaire de Zone Interdite était déjà une réalité à Roubaix il y a 6 ans et il y a même 10 ans. Les poupées sans visage aussi ? Ça existait déjà ? Évidemment, et je l'avais décrit dans un de mes livres, ces poupées sans visage, comme les niqabs qui existent à partir de la taille 12 mois. Et ça se trouve en quelques clics également sur Internet et c'est disponible. Et tout ça est vérifiable. Donc en fait, on est en train de redécouvrir l'eau chaude et on a perdu 6 ans. On a perdu 6 ans d'inaction. Le clientélisme qui nourrit les ennemis de la République existe à Roubaix, il existe aussi dans d'autres villes. Et la situation, c'est vrai qu'elle est devenue dramatique parce qu'aujourd'hui, vous avez une population, et notamment
une jeunesse qui est en train de grandir dans le rejet de la France. D'ailleurs, il y avait une étude de l'IFOP pour le comité Laïcité et République de novembre 2020 qui indiquait que 57% des jeunes musulmans préférer la charia aux lois de la République. Donc la situation, elle est dramatique, mais elle ne date pas du reportage de Zone Interdite, elle date d'années et d'années d'inaction, voire de décennies où on a laissé l'islam radical s'installer, gangréner les esprits, gangréner des territoires où vous n'avez plus en fait aucun souvenir de la France, puisque c'est une succession de commerces halal, de librairies islamiques, d'associations qui sont faussement des associations de soutien, mais des associations d'embrigadement de la jeunesse et des plus jeunes enfants. Et tout ça ne date pas d'hier. Gérard Miller. Alors, comme c'est un méli-mélo, il faut choisir de traiter certains points. D'abord, je vous confirme en effet que les poupées sans visage, je ne vais pas dire que c'est vieux comme Mathusalem, mais en tout cas, vous trouvez depuis des années des doudous, notamment un doudou qui s'appelle Doudou Mohamed. Et Doudou Mohamed, depuis des années, en effet, comme ça vient d'être dit, par des clics, on pouvait le commander, et c'est une poupée sans visage. Parce qu'il faut préciser que la religion musulmane n'est pas la seule religion à considérer qu'on ne peut pas représenter le visage de Dieu et de ses créatures. Ça a été aussi présent dans la religion juive. Donc c'est quelque chose qui en effet peut surprendre, peut choquer éventuellement, mais enfin c'est quelque chose qui s'inscrit alors à des degrés divers, parce que c'est notamment pour ça que dans l'islam on a était si fort en calligraphie, c'est qu'à un moment donné, justement, comme on ne pouvait pas représenter les visages, alors on a essayé de contourner la chose. C'est ce qui s'est passé aussi pour les Juifs, même si pour les Juifs, ça s'est un peu atténué. Donc, évidemment, c'est une situation qui dure depuis un certain temps et qui est désagréablement présentée par un reportage. J'espère que je ne vous choquerai pas, vous qui êtes journaliste, en vous disant que Zone Interdite n'est pas le modèle que l'on peut avoir pour le journalisme d'investigation. C'est en général... Pourquoi ça ? Je vais vous le dire, parce que c'est souvent des reportages, qu'est-ce qu'on va dire, pour ne pas être trop méchant, plutôt sensationnalistes, provocateurs, à l'occasion manipulateurs. Prenons celui-là. Évidemment, vous avez 100% raison de dénoncer tout ce qui pourrait être le terreau de l'islamisme politique, du terrorisme. Dans ce documentaire, d'ailleurs, on ne le voit pas. On ne voit pas le rapport exact qu'il y a entre les boucheries halal, y compris même ces lieux de vente de poupées sans visage, et le terrorisme. On le suggère, on l'évoque, il n'y a rien d'enquête en la matière là-dessus. Ça serait intéressant. Moi, ça m'intéresserait de savoir si dans les succursales d'un certain nombre de boucheries halal... Le fertile de la radicalisation, c'est évidemment le communautarisme islamique qui fait que des jeunes... On est d'accord, mais le ne sont reportage, plus vous êtes d'accord, dans ne la montre religion, rien de tel. Mais ils sont dans une idéologie qui amène à la mort et au sang. On est d'accord. Ce qui est désagréable dans cette histoire, c'est que j'écoutais quelqu'un que j'aime bien, qui est souvent très très drôle, qui est Sophia Aram sur France Inter, qui se moquait de ceux qui à chaque fois disent « Et bien sûr, on rend service à l'extrême droite en montrant ça ». Alors, elle a tout à fait raison sur ce point de dire que lorsqu'on dénonce quelque chose d'insupportable, on ne peut pas se contenter de dire « Oui, mais ça va servir à l'extrême droite », ce qui est évident, évidemment que ça sert à l'extrême droite. Mais si c'est vrai et si c'est important, il faut le dénoncer. Ce qui est désagréable dans cette histoire, c'est de réduire... je ne vais pas aller plus loin, vous voyez bien que ce qui peut choquer quelqu'un comme moi, c'est de réduire la situation de Roubaix, qui est infiniment plus complexe, notamment par le seuil de pauvreté invraisemblable qui est atteint, de réduire la situation à Roubaix, à cette rue, à ces commerces, à ça. C'est ça qui est désagréable. Ce n'est pas de dénoncer l'islamisme politique, de dénoncer qui plus est des associations qui pourraient financer indirectement ou directement le terrorisme, c'est de réduire Roubaix. Quand j'entends Roubaix, ville islamiste, je trouve ça profondément abject pour les gens qui habitent à Roubaix, mais pour tous les Français. Donc vous voyez, comme on peut à la fois essayer de mettre un peu de complexité dans cette situation. Alors, effectivement, Roubaix souffre de son image. C'est terrible pour les habitants de Roubaix qui ne sont pas dans cette démarche communautariste, parce qu'il y a plusieurs quartiers à Roubaix. Voilà. Il y en a malheureusement beaucoup aussi qui sont dans cette situation. Et ne rien faire, ne rien dire, c'est laisser ces quartiers s'enliser et donc retirer des chances à une partie de cette jeunesse qui connaît évidemment des difficultés sociales, parce qu'il y a plus de 40% des gens qui sont dans la grande pauvreté à Roubaix. Donc la ville, je la connais très bien, j'y ai vécu très longtemps, j'y étais encore au mois de décembre, mais évidemment, il y a le musée de la piscine qui est magnifique, il y a un centre-ville qui est superbe, mais il y a aussi cette réalité qui est un verrou et qui fait que Roubaix s'enlise complètement. Alors faire le jeu du Front National
nationale, s'en c'est fiche. exactement c'est ce que j'entendais déjà il y a 6 ans lorsque j'ai dénoncé cette situation. On m'a dit, mais Lydia Guirous, vous faites le jeu de Marine Le Pen, est-ce que vous n'êtes pas proche du Rassemblement national, etc. Il y a un moment, il faut arrêter avec cette rhétorique, parce que je trouve que ce qui est extrêmement dangereux, c'est de laisser des thématiques entières, des sujets entiers entre les mains de l'extrême droite qui en fera quelque chose d'absolument néfaste. Que ce soit la laïcité, la lutte contre l'islamisme et tous ces sujets, il faut absolument les prendre à bras-le-corps, il faut lutter avec courage et clairvoyance, et maintenant arrêter avec le déni, parce que ces discours, ça fait des années qu'on les entend et la situation ne fait que s'aggraver. Et quand il me semble, on a envie d'apporter le meilleur à une jeunesse qui a le moins de chance, puisqu'elle est dans une situation de grande précarité, eh bien, on doit lutter contre cette situation-là. Oui, et on ne doit pas laisser... on a compris la moulinette, censure on a compris. et une forme essayons de dépasser un peu ça. Non, mais on le dépassera si on en parle, et je pense que vous êtes encore dans le déni et le relativisme. Je ne suis pas dans le déni, je me suis amusé. On peut toujours voir que les choses vont bien pour cacher ce qui va mal, mais c'est ce qui va mal qu'il faut résoudre. Essayons de savoir débattre. Je mettais en évidence, en évoquant Sophia Aram, le fait qu'on ne peut pas s'en sortir en disant « ça sert l'extrême droite ». Je l'ai dit précisément. Ce qui me gêne, par exemple, et c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin que c'est le déni, c'est le déni, c'est le déni, parce que le fait d'en parler, c'est pas ça qui change non plus la situation. Vous voyez, vous évoquez... Mais si, parlons-en de façon plus complexe. Voyez, la complexité, c'est vous qui la déterminez. Alors, si ça ne vous convient pas, ce n'est pas complexe. Je vais vous dire simplement la chose. Vous venez d'évoquer quelque chose, on va le répéter parce que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, qui a plus de 40%. Plus de 40% des habitants de cette ville qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Je crois 43 ou quelque chose comme ça. Plus de 40%. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de dénoncer l'islamisme, de dénoncer le terreau et de comprendre aussi ce que le reportage ne fait pas et ce qu'on ne fait pas dans la litanie que j'entends, de comprendre le lien qu'il y a peut-être entre ces 40% en dessous du seuil de pauvreté et l'abandon d'un certain nombre de gens qui, à l'occasion, seront récupérés. Il y a peut-être un rapport. Est-ce qu'il y a un rapport ? Vous trouvez l'excuse sociale. Mais en fait, ce n'est pas j'excuse rien, je dis qu'il faut le comprendre. Mais si, c'est grosso modo parce qu'il y a beaucoup de précarité, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté, donc on peut expliquer le fait qu'il bascule vers l'islamisme radical. Non, je crois qu'il faut arrêter avec ça. Ça fait des années qu'on explique ça par le prisme du social, et je pense que c'est une erreur. Comme ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas assez de services publics. C'est pas vrai. Dans le cas de Roubaix, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une merveilleuse médiathèque, j'y ai passé des heures et des heures en étant adolescente. Il y a une super piscine, il y a le ballet du Nord, il y a tout ce qu'il faut. L'offre culturelle, vous voulez aller au théâtre, ça coûte rien, parce qu'il y a justement cette République solidaire qui est là. Donc l'excuse sociale ne convient pas. Ce qu'on a laissé faire, c'est qu'on a nourri les ennemis de la République à base de subventions pour des associations qui ne faisaient que mettre dans l'esprit des plus jeunes l'idée que la France, c'était le diable, qu'il fallait rester fidèle à son pays d'origine, qu'il fallait rester fidèle à une vision de l'islam extrêmement radicalisée. On a donné à des associations, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans le milieu de l'éducation et d'aide aux devoirs, mais dans d'autres aussi, vous avez toute la vie de la famille qui est phagocytée. À Roubaix et dans d'autres villes, quand vous avez une famille radicalisée qui arrive dans un immeuble, eh bien, elle met la pression sur l'ensemble des familles. Et les femmes, si elles ne portent pas le voile, elles sont mises de côté, elles sont stigmatisées et elles doivent raser les murs. On a laissé faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une reprise en main par le régalien, par beaucoup d'autorité, par une expulsion aussi des imams qui sont les plus radicaux, par un contrôle aussi des prêches dans les mosquées. Je pense que la loi séparatisme donne des moyens, mais il faut arrêter avec ce côté. C'est le social, c'est le social. On ne s'entendra pas là-dessus. C'est même pas une question de s'entendre, c'est qu'on croirait que ceux qui tiennent le même discours que vous tenez, et que je ne dis pas qu'on ne peut pas tenir, que ces gens-là n'ont jamais été au pouvoir. On a connu des gens, dès l'époque de Pasqua, c'est-à-dire à l'époque où vous étiez à peine né, les années 80, on avait déjà ce discours-là. Puis ensuite, on a eu Nicolas Sarkozy. Donc, vous me permettrez quand même de poser la question, de savoir à quoi sert ce type de discours, qui sont nécessaires, très bien. À cette époque, ça n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. À quoi ça sert de tenir ces discours ? Alors, je vais vous donner une chose. Vous moquez, vous dites excuse. J'ai évoqué aucun terme comparable à excuse. J'ai connu une époque où, dans un certain nombre de lieux, lorsqu'arrivaient, par exemple, on va prendre des migrants, ou lorsqu'arrivaient des gens qui n'étaient pas intégrés, des structures comme celle du Parti communiste français dans les banlieues, des associations populaires, toutes ces structures-là qui existaient, que vous avez connues, elles aidaient à l'intégration. Donc, effectivement, je crois, c'est pas pour nier la réalité, c'est pour dire qu'on a aussi détruit dans le même temps, avec la police de proximité, en ne subventionnant pas toute une série d'autres associations. La disparition du Parti communiste dans la banlieue, par exemple, a été une catastrophe du point de vue de l'intégration. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est pas les gens qui dénoncent l'islamisme radical, il manquerait plus que ça. C'est les gens qui
se contentent de le faire et qui se contentant de le pas faire. mon cas. Et qui se contentant de le faire, font monter simplement l'animosité à l'égard non seulement de ceux qui le méritent, c'est-à-dire les islamistes radicaux, mais de l'ensemble de la communauté musulmane, au lieu d'agir. Moi, je ne crois pas à la vertu de ces discours-là. Ce reportage-là, très bien qu'il a existé, je pense qu'il était partial, mais ça ne me gêne pas qu'il ait existé. Ce que je reproche simplement à Zemmour, à Le Pen, à Pécresse et à tous ceux qui font leur beurre là-dessus, c'est d'abord que certains ont été au pouvoir, pas tous, pas Le Pen et Zemmour, ils ont été au pouvoir, et surtout que ça ne sert à rien de se contenter, je dis bien de se contenter de ces diatribes. Vous comprenez la différence? Je ne dis pas que c'est le social qui explique tout, je dis que dans une ville où il y a plus de 40% de gens au-dessous du seuil de pauvreté, on peut avoir quand même des explications un peu sociologiques, un peu sociales. Et on peut se demander qu'est-ce qui a été fait sur le plan social, sur le plan du chômage, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan de la police de proximité. On peut se poser ces questions sans qu'on vous dise... En se posant ces questions... Vous vous rendez compte que Julien, par exemple, qui est un journaliste émérite, c'est vrai, et je le comprends très bien, est surpris d'apprendre qu'il y a des poupées sans visage. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça s'inscrit dans un cadre de religion. Moi, ce qui me gêne... Non, ça ne s'inscrit pas dans un cadre de religion, Gérard Miller. Là, on va avoir une opposition. La représentation de Dieu... Ça s'explique, mais alors, moi, dans l'islam, il n'y a pas un refus de la représentation du visage. Dans l'islam, il y a plein de choses. Il y a comment on peut jeter des homosexuels par le haut d'un immeuble, comment il faut battre sa femme, mais ça, c'est l'islam, ça, on ne prend pas. C'est comme ne pas représenter un visage sur un jouet, une poupée pour un enfant, ça, on ne prend pas. Il n'y a que les islamistes radicaux, il n'y a que les salafistes qui les prennent. Dans les pays musulmans, je suis née en Algérie, je connais quand même un pays musulman, les poupées ont un visage. Donc on ne va pas commencer à normaliser les normes qui sont celles des salafistes et dire non mais la représentation, le visage, y compris sur des poupées, avec une forme de légèreté, le dire. On ne peut pas. Non mais qu'importe, là on va parler du sujet très précisément. On ne peut pas relativiser de cette manière-là, avec une forme de légèreté, le fait qu'une poupée n'ait pas de visage et dire c'est dans l'islam. C'est l'islamisme, c'est l'islamisme. Il n'y a même pas besoin de rajouter radical. Donc ça, c'était... Vous avez tort sur un point. Je vais refermer cette... Non, mais je trouve que vous balayez aussi... Gérard Miller vous répond. Vous balayez. Moi, j'essaye aussi de réfléchir sur ce que sont les religions. J'en ai assez qu'on considère que les religions en tant que telles, en tout cas prenons les trois grandes religions, n'ont pas aussi des responsabilités. Quand vous allez à la synagogue, ça n'est pas le cas de toutes les synagogues, et que les hommes sont séparés des femmes, vous pouvez aussi, à juste titre, être choqué. Moi, je l'accepte. Quand certains juifs religieux, une toute petite minorité, souhaitent que les femmes se rasent dans la religion juive, ça me choque, mais je le supporte parce que ce n'est pas interdit par la loi. Lorsque je vois des gens voilés, je déteste le voile. Bon, je le déteste. Et en même temps, je considère que dans cette société, le voile n'est pas un motif de ségrégation. Et que donc, quand on me dit, par exemple, moi qui suis prof d'université, qu'on pourrait interdire à des étudiantes voilées d'aller à l'université, je trouve ça invraisemblable. Donc, je veux juste dire, parlons un peu des religions. Moi, je suis voltairien de ce point de vue-là. Écrasons l'infâme. Je considère qu'il y a au cœur de toutes les religions. Pas seulement de l'islamisme, il y a quelque chose qui peut choquer, mais on doit vivre avec ça, il faut l'accepter. Le sujet, c'est l'islamisme, parce qu'aujourd'hui, alors évidemment, je ne suis pas d'accord et je condamne ceux qui disent que les femmes doivent être séparées des hommes dans les autres religions et toute forme de ségrégation. Mais le sujet aujourd'hui, c'est l'islamisme. Pourquoi ? Parce que c'est l'islamisme qui fait aussi séparatisme, qui fait qu'il y a du sang qui coule et qui mène au terrorisme. C'est le danger auquel il faut lutter aujourd'hui en France et dans le monde. Donc arrêtons de se disperser en parlant des autres. Évidemment, il y a des questions qu'il faut... Non, mais c'est le seul danger. Moi, je pense que l'islamisme est quand même le danger le plus important aujourd'hui. Et sur le point de la question des droits des femmes, le premier péril pour les droits des femmes aujourd'hui en France et dans le monde, pour moi, c'est l'islamisme. Et ça, vous ne me ferez pas bouger sur ce point-là. C'est absolument important de lutter contre ce fléau qui ne ramène que le sang, la tristesse. Et partout où ils se sont imposés, vous avez eu les printemps arabes et ensuite vous avez eu des hivers islamistes. Partout où ils se sont imposés, ça n'a été que le sang et les pleurs. Donc moi, je crois qu'il faut absolument lutter contre ça. Évidemment, la question de la pauvreté, il faut aller sur ce terrain-là. Je vous rejoins quand vous dites que le communisme, dans les années 70, a structuré. Il a structuré... mais... En parler, c'est une idéologie, mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un vide idéologique. Il y a un vide idéologique, on ne croit plus en rien, il n'y a plus de sens. Donc ce vide est aussi rempli par l'islamisme, par cette idéologie de la mort qu'est l'islamisme, et c'est absolument dramatique. Il va falloir reconquérir ces esprits-là, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut relancer un processus d'assimilation de gens qui sont français, parce qu'ils sont nés en France, par des parents qui sont nés en France, mais qui ne sont français qu'administrativement.
administrativement et absolument pas dans le cœur. Et ça passera par l'éducation. C'est pas vous qui allez sonder les cœurs. Ça passera également par une politique d'autorité, de reconquête des territoires, parce que les islamistes sont main dans la main avec les trafiquants de drogue dans les territoires. Et tant qu'on ne cassera pas ces ghettos et ce lien, on n'y arrivera jamais. Et vous êtes obligé de dire les Français qui sont que français administrativement. Ça, par exemple, pour moi, parce que malheureusement, c'est des études qui le démontrent. C'est insupportable. C'est insupportable, je suis d'accord avec vous, mais moi j'apporte une solution. Je vais vous dire, si on commence là-dessus, alors il y a d'autres personnes, et je ne veux pas être de leur côté, qui considéreront que ce que représente Zemmour, c'est tout sauf la France. Que ce type-là, qui a effectivement la nationalité française, ne l'est pas. Or, pas une seconde, je dirais ça. Tous les gens qui ont la carte d'identité française le sont. Et quand on commence à dire ils ne le sont pas dans le cœur, ils le sont moins que d'autres. Administrativement, mais pardon, quand vous mettez la charia au-dessus des lois de la République, pour moi, vous êtes dans la trahison et vous n'êtes pas assimilé. Ne commencez pas à sonder les cœurs, parce que vous aurez d'autres cœurs qui vous expliquent ma religion et mon Dieu, je le mets au-dessus de la République. Et c'est pas seulement du côté des islamistes ou des musulmans qu'on entend ça. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que lorsque vous dénoncez à juste titre le danger islamiste, même lorsque vous dites que c'est effectivement la première menace contre les femmes, etc. Ce qui me gêne toujours, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, et il faut le dire et le répéter, on ne peut pas dire qu'on ne le dit pas, dans le même temps, on ne voit pas, et quand on l'évoque, on vous dit « Ah, vous minimisez l'islamisme, qui a une menace d'extrême droite, qui a une menace néofasciste, qui a effectivement à travers le monde aussi des attentats menés par l'extrême droite. » Lorsqu'on essaye simplement d'élargir les choses, de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul danger. Combien de victimes depuis quelques années en France d'attentats menés par l'extrême droite? Non, mais moi je ne minimise rien, je combats l'extrême droite également, je suis républicaine. Alors, lorsqu'on rentre là-dedans, on dit que parmi... Et combien de musulmans ont été tués en France? Combien de musulmans ont été tués dans les attentats islamistes? Est-ce qu'à Nice, il n'y avait pas beaucoup d'attentats? Il y en a eu, bien sûr, Gérard Miller. Ne commençons pas avec les statistiques. Est-ce que l'islamisme a fait couler a tué des centaines d'innocents depuis quelques années en France? Oui. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a eu des attentats islamistes? Il faut les combattre absolument. Oui, il faut les combattre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Mais alors, on me dit l'extrême droite. Bien sûr que l'extrême droite est un danger, mais en attendant, moi je n'ai pas vu, et j'espère ne pas en voir, d'attentats perpétrés par l'extrême droite. Ayons le sens des priorités. La priorité aujourd'hui, c'est de lutter farouchement contre l'islamisme. Oui, mais quand je vous dis et ne relativisons pas et ne partons pas dans des discours. C'est pas relativiser, c'est pas cette religion, c'est celle-là. Gérard Miller, terminé. Vous voyez bien que ça n'est pas relativisé. Vous voyez bien, j'évoquais le candidat Zemmour. Vous voyez bien que Zemmour ne parle que de ça dans une campagne présidentielle, ou quasiment que de ça. Vous voyez bien que ça a aussi une fond. Ne minimisez pas le fait que de ne parler que de ça. Ne parlez que de ça en disant que c'est un danger. Et je prends un autre exemple. Vous allez trouver que je botte en touche. Combien de temps consacre-t-on aux accidents du travail dans ce pays? Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui meurent par des accidents du travail tous les ans. Moi, je suis sur un site sur Twitter qui tient le détail des accidents du travail. Ça n'intéresse personne. Ce n'est pas le problème. Alors, je suis d'accord que je ne vais pas minimiser la gravité des monstruosités islamistes. Je dis simplement qu'à force de se concentrer que sur une chose et de vous expliquer que dès qu'on essaye d'élargir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Minimiser. Qu'on n'a pas parlé de l'islamisme, oui. Et d'ailleurs, en 2017, vous allez à Roubaix, vous ne parlez que de ça. On pensait en 2017 que le sujet serait au cœur de la campagne de 2017, et il a fallu qu'il y ait l'attentat sur les Champs-Élysées avec ce policier qui avait été tué pour qu'on reparle du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Je suis désolée, depuis le début de la campagne, en dehors d'Éric Zemmour qui parle des questions d'identité, et il me semble que parler aussi de la préservation de la culture française, ça peut être un sujet important et qui intéresse certains Français, sans tomber dans ces excès, mais il me semble que depuis le début, on ne parle pas tant que ça de l'islamisme. Et il revient vous êtes merveilleuse. Sur le champ. Je vous découvre, vous êtes merveilleuse. Je vous remercie. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'il y ait un livre sur les EHPAD pour qu'on se mette à parler de ce scandale invraisemblable. Est-ce qu'on parle de la question du logement? Non, on n'en parle pas. Pourtant, ça pose énormément de problèmes aux Français. Mais parce que c'est l'actualité qui est comme ça. Mais non, c'est pas l'actualité qui est comme ça. Qu'on ne parle que de l'islamisme depuis le début de la campagne. Moi, je vous dis qu'on n'en parle pas depuis le début de la campagne. On a parlé très peu, peut-être un peu en septembre. On n'écoute pas les mêmes émissions. Je vous démontre que ce n'est pas omniprésent, ce sujet, et qu'il est important qu'on en parle, parce que l'islamisme, c'est aussi un projet, c'est un dogme qui a pour visée de soumettre ou d'effacer un pays, une culture. Et la France, on sait très bien, elle est la cible. D'ailleurs, Daesh l'avait indiqué, nous vous haïssons parce que vous avez la laïcité, nous vous haïssons parce qu'il y a la mixité et il y a l'égalité homme-femme. Donc voilà, nous sommes une cible. Il y a eu, je crois, 36 attentats qui ont été déjoués. Ça, nous sommes encore la cible et des attentats peuvent arriver. Donc moi, je crois que
le combat, il doit être quotidien, il doit être déterminé et on doit arrêter de se perdre, comme vous le faites, dans une forme de relativisme qui nous fait perdre tellement de temps, qui fait qu'on en a parlé il y a 6 ans, 7 ans, de la situation de Roubaix. On en reparle et on est exactement au même point. Il est 14h21 sur 1 heure. Aujourd'hui, on va voir combien de temps on passe à d'autres sujets. Je trouve absolument injuste de dire relativisme. Tout ce que vous dites sur le danger islamiste, sur la nécessité de lutter, qu'il faudrait aussi un peu complexifier, parce que dans le même temps, il y a aussi un certain nombre de pays. Qu'est-ce qu'on va dire? Pays arabes, pays du Moyen-Orient, pays que je ne vais même pas nommer, type Qatar et compagnie, qui sont aussi des pays qui soutiennent le terrorisme, avec lesquels nous avons les meilleures relations du monde. Donc j'aime bien aussi qu'on vienne dénoncer, à juste titre, l'islamisme, et qu'en même temps, on ne cesse pas de négocier avec des pays qui soutiennent, sauf erreur de ma part, Ben Laden, le criminel Ben Laden, a été à un moment donné un agent de la CIA, ou en tout cas financé par la CIA. Donc, vous voyez, ce que vous appelez le relativisme, c'est que je complexifie les choses. C'est-à-dire que je trouve merveilleux qu'on veuille à ce point, effectivement, combattre à juste titre l'islamisme en France et qu'en même temps on oublie toute une série d'autres données. Et pour revenir sur la question, non pas du relativisme mais des autres sujets, une campagne présidentielle se fait sur un certain nombre d'autres sujets. Par chance, les salaires commencent à rentrer, par chance, les EHPAD commencent à rentrer, un scandale de cette importance-là, le pouvoir d'achat et compagnie. Donc c'était juste ma remarque. Vous voyez bien qu'on ne parle pas que d'islamisme. On est dans cette émission particulièrement, Gérard Miller vous en témoignez, Didier Guéos aussi, on s'intéresse à énormément de sujets. Il se trouve qu'effectivement, l'islamisme est dans l'actualité et, pardon de le dire, mais c'est passionnant de vous entendre confronter vos points de vue sur ce sujet. On va d'ailleurs continuer à le faire, Gérard, parce que hier, Valérie Pécresse, sur cette antenne, est revenue sur, c'est lié évidemment au sujet de l'islamisme, sur le voile pour les petites filles. Écoutez. Il y a un premier sujet, c'est on ne voile pas les fillettes. On ne voile pas les fillettes parce qu'elles ne peuvent pas décider pour elles-mêmes. Donc, on ne les voile pas, et ni dans la rue, ni dans l'espace public, on ne les voile pas. Et si on les voile, on encourt une amende. Donc voilà, elle propose de revenir d'imposer l'interdiction pour les fillettes. Je trouve que c'était une proposition qu'avait faite une élue de La République En Marche il y a 1 an, Aurore Berger, députée de La République En Marche. Vous nous avez dit en début d'émission, Lydia Guéos, qu'à Roubaix, il y avait des voiles déjà pour des 12 ou 18 mois. C'est ça que vous nous avez dit. Il faut l'interdire ou pas? Mais évidemment, moi j'ai essayé de porter cette proposition au sein de mon ex-famille politique. On m'avait dit que c'était clivant. Donc je suis assez surprise. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais porté la proposition avec le soutien de Nicolas Sarkozy d'interdire le voile à l'université, puisque derrière le voile, il y avait des pressions sur les professeurs. Il y avait un refus de certaines parties des programmes. Il y avait un refus des groupes mixtes, etc. Et à l'époque, Valérie Pécresse ne nous avait pas soutenus. Elle trouvait que c'était excessif, donc je suis surprise. Effectivement, elle a changé d'avis, peut-être que l'air du temps. Mais effectivement, oui, je pense qu'il faut interdire le voile dans l'espace public pour les petites filles. Les petites filles n'ont pas à subir cet embrigadement, cette oppression de la part de leurs parents. En plus, ça inscrit dans leur esprit dès le plus jeune âge qu'elles sont inférieures aux petits garçons, qu'elles doivent être dans la soumission, que leurs cheveux seraient impurs et que c'est à elles de s'effacer, pas à celui qui aurait des pensées pas très bienveillantes. Voilà. Et donc moi je suis pour qu'on protège absolument l'enfance. Alors, ce qui est épuisant, c'est que ce débat sur le voile, comme le débat, alors c'est pas le moment, mais sur le burkini, c'est un débat... C'est le moment aussi, parce que c'est un sujet à Grenoble en ce moment. Le burkini, il y a déjà des gens qui veulent se baigner. Ah, dans les piscines. Dans les piscines, bah oui, à Grenoble, ça... Non, je croyais que c'est avec les beaux temps, en général, sur les plages, que les gens font un débat. Moi, ça m'épuise, parce que vous évoquez, par exemple, le voile à l'université, que j'avais évoqué tout à l'heure. Ne pas voir qu'il faut savoir dans une société ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Bon. Moi, par exemple, je vais vous choquer certainement. Je n'étais pas à l'époque où on a posé la question de l'interdiction du voile dans les écoles. Je n'étais pas pour cette interdiction. Évidemment, je suis aujourd'hui respectueux de la loi. Je n'étais pas pour une raison simple. Je disais, je préfère que les petites filles soient dans les écoles de la République avec un voile plutôt que dans des écoles coraniques. D'accord. Bon. On en a décidé autrement, je le respecte. Mais ce qui me semble important, je disais à l'époque, par contre, si on me demande, ou si on demande à un enseignant de changer un mot du programme, un mot, ou qu'on dise il ne peut pas aller à la piscine, mon enfant, parce que la religion, ça, pas question. Donc les lignes rouges, il faut savoir où on les fait passer. Moi, par exemple, ça ne me pose aucun problème à l'université d'avoir une jeune fille voilée dans mon cours. Par contre, si on me demande de ne pas faire le texte de Freud sur le tabou de la virginité, ou de changer un mot à mon Le problème, c'est que ça va te perdre. Je n'accepte. Non, ça ne va pas te perdre. Il faut savoir où sont les lignes rouges. La question du voile, je vous ai dit à quel point
je déteste le voile. Mais je déteste, en règle générale, je suis désolé d'élargir le débat, ce que les 3 grandes religions font des femmes. Parce que vous m'expliquez que vous n'aimez pas qu'on puisse effectivement avoir cette incidence-là sur les jeunes filles. Mais plus généralement, si vous me demandez mon sentiment, et je vais encore choquer, moi, ça ne me va pas de soi qu'on fasse circoncire un enfant qui a quelques jours ou quelques semaines parce que ses parents sont de telle ou telle religion. Je l'accepte, puisque c'est accepté dans la société. Ça ne va pas de soi que les enfants, effectivement, avant l'âge de raison, se voient imposer la religion de leurs parents. Donc, je l'accepte parce qu'on considère que dans une société, on doit effectivement tolérer un certain nombre de choses. Mais si vous me demandiez mon point de vue, c'est pour ça que je l'ai élargi aux religions, je trouve qu'il y a un vrai problème de l'ensemble des religions et de la façon, effectivement, dont on fait une mainmise sur les enfants et sur les femmes, et pas seulement chez les musulmans. Et la question du voile, je considère, si dramatique soit-elle dans un certain nombre de cas, et donc je ne suis pas pour que chaque fois on nous ramène cette question du voile, là aussi, je suis désolé pour ne pas parler d'autre chose. Qui aujourd'hui, et je ne suis pas contre d'ailleurs, s'il y a une loi qui est prise en la matière, je les respecte. Qu'on nous dit. Mais alors, comment on fait une loi si on ne parle pas du problème, Gérard Miller? Non, mais comment on fait évoluer la loi si on ne parle pas du problème? Comment on a fait la loi de 2004 si on n'a pas, si on avait l'interdiction du voile à l'école publique. C'était avant. Non, Creil 89, mais la loi, on a laissé les proviseurs pendant une dizaine d'années tout seuls à gérer la situation et la loi est arrivée en 2004. Je ne suis pas contre. Comment on fait pour faire évoluer la loi et pour protéger les plus faibles que sont ces jeunes femmes? Je dis simplement, vous voyez par exemple, vous parliez du voile, sur les petites filles, je ne sais pas comment vous dire, s'il y a une loi qui dit qu'avant tel âge, il ne faut pas, ça ne me poserait pas de problème. Ce qui me gêne, c'est que je ne crois pas qu'il faut une police du vêtement. Je ne crois pas qu'il faut s'occuper... Ce n'est pas les questions essentielles. Ce n'est pas qu'un vêtement, Gérard Miller. C'est une oppression, mais c'est une oppression. En fait, je vous écoute et je me dis finalement, Gérard Miller est victime du chantage victimaire que font les islamistes et ces femmes. Quand vous parlez du burkini dans les piscines, je regrette, mais si on veut aller dans une piscine, on respecte le règlement, on s'habille comme il convient, c'est-à-dire en maillot de bain. À l'université, vous voulez... Alors aujourd'hui, ce n'est pas interdit, mais en tout cas, à l'école publique, au lycée, par exemple, le voile est interdit. Vous voulez aller à l'école, eh bien, vous retirez votre voile. Alors évidemment, à chaque fois, on a eu le droit à ce chantage victimaire qui considérait qu'il fallait... Oh, mais vous allez interdire de piscine, mes enfants. Maintenant, vous allez interdire de football, puisque les footballeuses veulent être voilées. Vous allez interdire à ma fille d'étudier, mais... On retire son voile, on s'adapte en fait. Ça a toujours été comme ça. Ma grand-mère, quand elle est arrivée en France, elle s'est adaptée. Elle a retiré sa tenue traditionnelle kabyle, elle s'est habillée à la française et elle s'est adaptée. On fait le pas vers la République. Et aujourd'hui, je pense et je suis convaincue qu'il y a une partie de la population qui refuse de faire ce pas vers la République. La République a beaucoup fait pour elle. Aujourd'hui, c'est à eux d'avancer vers la République et de démontrer qu'ils ont envie de faire nation. Et évidemment, les religions, toutes les religions ont un problème avec les femmes. Et c'est pour ça que je chéris la laïcité. Et c'est pour ça que je condamne les propos de Christiane Taubira qui dit la laïcité qui écrase. Il n'y a rien qui écrase dans la laïcité. La seule chose qui écrase, c'est l'obscurantisme, l'islamisme en l'occurrence. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, je suis désolé à chaque fois d'essayer de faire des petits pas de côté, c'est pas pour minimiser ce que vous dites, chère Lydia, qui évoquait la nécessité pour un certain nombre de gens de faire un pas vers la République. Moi, j'adorerais que Zemmour et les siens fasse aussi un pas vers avec Zemmour, bien entendu, parce que votre discours, d'où il vient votre discours, écoutez, mes écrits parlent pour moi. J'ai écrit bien avant qu'Éric Zemmour écrive sur ces sujets-là. Donc arrêtez d'essayer de m'associer en étant dans le réflexe pavlovien de tous les gens de gauche. C'est-à-dire que dès que vous parlez des questions d'identité, de communautarisme, d'islamisme, de voile, de laïcité finalement et de la République, on vous dit l'extrême droite, Zemmour, Marine Le Pen, et on envoie des petits messages subliminaux. Vous ne m'associerez jamais à l'extrême droite. Je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes valeurs et je suis obsédé par Zemmour, ce qui n'est pas complètement faux quand il fait 13%, et que je vois une telle montée de ses idées, y compris parmi un certain nombre de gens. Participé à créer le terreau fertile de l'arrivée de Zemmour. C'est vraiment la faute. C'est la faute des antiracistes, la faute des antifascistes. C'est leur faute si l'extrême droite progresse. D'accord. Vous n'avez pas le sentiment que c'est peut-être la faute d'un certain nombre de gens, tel à un moment donné Nicolas Sarkozy, qui porte au nu un certain nombre de discours. Ça aussi, c'est important dans c'est-à-dire que moi, je ne passe que par des points qui sont attendus, et vous qui tenez un discours absolument calibré, que je pourrais tenir à 100%, le vôtre, il est d'une originalité folle. Le mien est absolument convenu, le vôtre est d'une originalité... extrême droite, et puis le point Sarkozy, je peux le cocher à chaque débat. D'accord, moi je pourrais cocher, écoutez, comme je suis un lecteur chaque semaine de Valeurs Actuelles, je peux vous dire que tout ce que vous dites... avec Valeurs Actuelles. Tout ce que vous dites...
Très bien. Alors, Manuel Valls aussi a des liens avec Valeurs Actuelles? Non, mais écoutez. Marlène Schiappa également, depuis qu'elle a changé. Est-ce que vous voulez qu'on élargisse le débat sur Oui, ce mais alors qu'on ne pourrait tombez appeler pas dans les ces idiots facilités. utiles du zémourisme? Je veux bien. Comme les idiots utiles de l'islamisme? D'accord, mais c'est en général ce qu'on dit pour un certain nombre de gens qui essayent simplement de réfléchir de façon plus complexe. Très bien. La complexité. Ce que je vous explique. Mais oui, la complexité. La complexité pour ne pas traiter La le sujet. complexité, c'est simplement de considérer que lorsque, par exemple, je vois ce titre, le voile fait irruption dans la campagne, je disais naturellement le voile. Et demain, il y aura aussi, quand c'est pas le voile qui fait irruption, c'est sur les questions de sécurité, parce que là, on en parle moins actuellement de la sécurité. On va y revenir, je vous rassure. À un moment donné, on va nous On va y ramener aller. effectivement une agression monstrueuse et à juste titre condamnable et qui devrait l'être, et on va nous dire alors qu'est-ce qu'il faudrait faire en la matière. Ce que vous ne voyez pas dans une campagne électorale, c'est à quel point il y a une sélection des sujets qui se fait. Je suis d'accord avec vous, Julien, qu'on essaye tant bien que mal d'élargir les sujets et de ne pas se limiter, mais il y a une petite musique. En chef, en fait, de l'ensemble Non, pas du tout, pas des du tout. chaînes d'information. J'accepte et les Vous gens allez nous avec dire qui, ce quand dont je vous viens ici, parlez j'accepte et les gens avec qui je débat. J'ai débattu pendant 2 ans avec Geoffroy Lejeune. Je débat avec vous comme avec Maxime, comme avec n'importe qui, et je ne choisis jamais les sujets. Mais je remarque simplement qu'au moment où, effectivement, dans la campagne, fait irruption les salaires, depuis quelque temps, vous en témoignerez, que fait irruption la question des EHPAD et de la façon dont on a privatisé de façon incroyable des centaines d'établissements pour les vieux. Lorsque fait irruption dans le débat la question des autoroutes, je vois le voile. Ah, tant mieux, on va reparler du voile. Je ne vous dis pas que ça n'est pas important. Je vous dis qu'il y a des sujets qui ont cette fonction. En psychanalyse, on parle parfois des souvenirs écrans. Et bien, dans les médias, il faudrait parler des sujets écrans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas légitimes, ça veut dire qu'ils ont vocation à empêcher de parler du reste. Puisque Gérard Miller a vraiment envie de parler de sécurité et de Marine Le Pen, et ben c'est ce qu'on va faire dans quelques instants.